La péninsule coréenne et son avenir. Montrée du doigt et mise en exergue par les médias occidentaux, seulement à l'occasion des moments singulièrement aigus, la crise coréenne traîne depuis plus de 60 ans, pendant lesquels la diplomatie internationale, avec son inertie et son impuissance, s'est révélée extraordinairement ambiguë et déconcertante, au point d'apparaître même assez fréquemment suspecte. Semblable attitude n'a pu que renforcer l'indifférence de l'opinion publique internationale quant à la situation de la Corée et de tous ses problèmes, en premier lieu à caractère humain, puis d'ordre politique. On peut dire à juste titre, au contraire, que le monde a fini par percevoir la Corée comme une simple expression géographique qui, déjà plusieurs fois sacrifiée sur l'autel de la politique internationale, risque maintenant de voir perpétuer son rôle de marchandise d'échange et de victime prédestinée. Ont à coup sûr contribué à représenter une menace pour le destin de la péninsule coréenne et de son peuple, l'arrogance des puissances étrangères que la perspective de la mondialisation a dangereusement relancée, mais aussi un pseudo-intellectualisme qui semble longtemps ignorer la réalité coréenne, la culture du pays, son passé, ses problématiques, ses perspectives, et ce, par désinformation ou par une attristante mauvaise foi. Cette absence déconcertante des milieux culturels pour un pays d'antique et grande civilisation, point focal d'une des régions stratégiquement les plus importantes du monde, n'a cependant pas empêché qu'on pontifie d'un cœur léger sur les questions extrêmement délicates, qu'on émette ad libitum des jugements inconsidérés, qu'on analyse des sujets d'une extrême complexité à partir des plus banals stéréotypes et lieux communs. Dans un panorama aussi désolant, la Corée a seulement des honneurs de la chronique qu'on croit pouvoir mettre en exergue quelques aspects négatifs que ce soit. Peu importe que la Corée ait été le véritable artisan d'une culture orientale aujourd'hui beaucoup plus connue et appréciée, peu importe que la Corée ait offert à l'humanité des inventions comme l'imprimerie à caractère mobile en métal, peu importe que la Corée soit à l'heure actuelle une des puissances économiques majeures au monde, peu importe que ses produits soient de première qualité et que les groupes industriels comme Samsung Electronics présentent un chiffre d'affaires annuel presque équivalent au budget d'un pays du G8 pour la majeure partie des citoyens occidentaux qui ne sont pas nécessairement analphabètes, le coréen n'existe pas. À partir de semblables prémices, donc, l'avenir de la Corée ne peut compter sur une implication émotionnelle de l'opinion publique. Que le pays se réunifie ou reste divisé, qu'il préserve son autonomie ou la perde, ces faits seront de toute façon ingurgités, généralement sans commentaire, compte tenu aussi de l'importance du pays qui, aujourd'hui comme il y a un siècle, appréhende le futur de la péninsule avec stupidité. Si vous demandez aux Coréens de traduire le terme nationalisme, souvent confondu sous d'autres cieux avec celui d'amour de la patrie, 99% d'entre eux répondent théorie du peuple ou
ethnisme. Le sens d'appartenance, donc, ne se réfère pas à un État ou à l'ensemble des lois qui le régissent, mais au lien de sang entre les habitants et à leur origine. Un Coréen, mais en général tout habitant de l'Extrême-Orient, s'identifie, avant que de s'appréhender comme un sujet institutionnel, par une idée de communauté ethnique à travers le partage des aspects linguistiques et culturels. Ces derniers ont trait à la sphère individuelle, l'État appartenant à celle des institutions, et il est clair que l'individu prime sur les institutions. Coréen ne signifie pas citoyen de la Corée, mais avoir du sang coréen dans les veines. Une posture nationaliste plus perceptible aujourd'hui en Corée du Nord, où les gens, avant de se reconnaître dans un État, se reconnaissent dans une nation, les orientations divergentes au sens anthropologique du terme, empruntées par le Nord et le Sud. La peur de disparaître et le désir ardent d'exister sont par contre terriblement présents. Défendre la race est une expression qui résonnerait aujourd'hui ailleurs comme tout bonnement ridicule et agressive. En Extrême-Orient, c'est un problème de premier ordre dès lors qu'il y a aussi des précédents inquiétants. Le peuple coréen lui-même est déjà dans une certaine mesure en Extrême-Orient une minorité, laquelle occupe une position stratégique des plus importantes et suscite du même coup les convoitises. Comme se le demandent certains, la mondialisation ne va-t-elle pas mener, plutôt qu'à l'ouverture des frontières et à la libre circulation des hommes et des idées dans le cadre du respect et de l'indépendance de toutes les nations et cultures, à la formation d'un petit groupe de macrosystèmes politico-économiques démesurément étendus au détriment des ensembles mineurs, des attentats contre son identité propre. La Corée en a subi beaucoup, et les plus féroces n'ont pas été les plus anciens, ce qui témoigne du fait que le monde n'évolue pas toujours vers la civilisation. On constate aisément à cet égard que l'ouverture de la Corée à l'étranger, sanctionnée par le traité de Kangwa de 1876, extorqué par les Japonais, fut le coup d'envoi d'une série impressionnante d'événements funestes dont le pays paie encore aujourd'hui les lourdes conséquences. La Corée, après avoir été identifiée et étiquetée comme arriérée, que les pays évolués avaient pour mission sacrée de civiliser, fut tout de suite perçue comme une terre de conquête, évidemment dans l'intérêt de ses habitants, avec au moins quelques États prêts à se la disputer par les armes. La question aujourd'hui n'est pas celle de proclamer la suprématie d'un système politique sur l'autre, mais simplement d'interpréter le rôle et la posture du peuple coréen dans le monde. Comme on le voit, donc, le problème de la péninsule coréenne va bien au-delà de la formule schématique et stéréotypée communisme ou capitalisme. Il s'agit en l'occurrence d'établir qui a le droit de se dire coréen et quelle sera la signification de ces termes dans l'avenir. Quel est, dans ces conditions, l'avenir imaginable de la péninsule? La première chose à laquelle on pense quant au futur de la Corée, c'est évidemment la réunification. Celle qui intéresse généralement moins. En revanche, c'est la question des partis, le cas échéant,
intéressée à cette réunification. Elle ne trouverait en la Corée réunifiée qu'un concurrent terriblement redoutable, d'autant qu'au début, la combinaison de la technologie du Sud et d'une main-d'œuvre à bas coût du Nord aurait pour conséquence une compétitivité irréversible. La crainte, c'est que l'évolution de la péninsule divisée soit allée trop avant pour qu'un retour en arrière soit possible. Du moment où les divergences politiques et économiques entre les deux Corées se sont démesurément creusées, demeure le risque concret qu'elles empruntent chacune sa voie différente. Probablement déjà fixée et programmée depuis de nombreuses années pendant lesquelles on a travaillé à diviser plutôt qu'à réunir, en perspective de ce qui risque aujourd'hui de se produire. Cela voudrait dire que, comme il y a un siècle, la Corée serait de nouveau sacrifiée aux intérêts des grands. Sans verser dans le pessimisme, les deux Corées doivent se décristalliser en tant que fiefs respectifs des grandes puissances qui continuent à réciter leur rôle, les unes s'indignant et déployant des porte-avions en mer jaune, les autres invitant à la modération pour rendre possible la réunification. Les Coréens doivent 1. Se rendre à l'évidence que les instruments politico-diplomatiques conçus pour mettre fin aux problèmes intercoréens n'offrent pas de réelles possibilités à la réunification. Quelle peut être au fait la crédibilité des fameux pourparlers à 6 si les pays présents à la table des négociations sont justement ceux à qui la réunification ne convient pas et qui tirent aujourd'hui majoritairement profit du statu quo. 2. Veiller à ce que le mot d'ordre des autres parties ne soit donc de naviguer à vue en se mouvant avec prudence de telle sorte que le provisoire soit rendu aussi définitif que possible. La Fédération pour la paix universelle, fondée en Corée, qui est en train de se créer une place appréciable sur le plan mondial, est déjà un maillon non négligeable de la communauté internationale pour la conquête d'un monde nouveau. Aussi centre-t-elle son combat sur le thème interdépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles partagées. La Fédération pour la paix universelle est entourée de plusieurs associations, parmi lesquelles l'Association internationale des parlementaires pour la paix. À cet effet, la propulsion de l'AIPP Congo est une nécessité pour mettre en pratique les objectifs de la Fédération pour la paix universelle, notamment construire un Congo de paix durable dans lequel chaque Congolaise, chaque Congolais s'inscrit comme membre d'une même famille universelle, prônant la paix, la sécurité et le développement humain. Un soutien de l'IAPP continental et international est évidemment attendu avec grand intérêt par l'AIPP Congo. Je vous remercie.